Bienvenue dans cette vidéo où on va explorer les royaumes oubliés, l'un des univers officiels de Donjons et Dragons. C'est d'ailleurs là aussi que va se passer les aventures des jeux Baldur's Gate. Et d'ailleurs justement, comme c'est sûrement le point d'entrée dans cet univers de beaucoup de personnes, je vais parler des connexions avec l'histoire de Baldur's Gate 3 au fur et à mesure que je présente les différentes parties de cet univers. Donc au cas où, petit spoiler warning. Alors pour commencer en douceur, les royaumes oubliés sont constitués de différentes dimensions qu'on appelle les plans. Le plan qui sera le plus familier et avec lequel on interagit généralement le plus, notamment dans BG3, c'est le plan matériel. Pour faire simple, c'est un univers physique avec différentes planètes, et c'est sur l'une d'entre elles, la planète Toril, que se trouve le continent de Faerûn. C'est sur ce continent que se trouve la Côte des Épées, la région dans laquelle on va progresser dans l'histoire de BG3, et où se trouve la fameuse cité de la Porte de Baldur, qui a justement donné son nom au jeu. En plus de la Côte des Épées, une autre région qu'on va explorer est l'Outre-Terre, un immense réseau de cavernes et de tunnels qui s'étend en dessous de toute la surface de la planète. C'est un peu comme si on avait deux mondes en un seul en quelque sorte. Cet endroit va abriter toutes sortes de créatures extrêmement dangereuses, mais aussi certaines cultures comme les Drow, adorateurs de la déesse araignée Lolth, ainsi que les Dwargar et bien d'autres peuples. Bien sûr, le monde de Toril en lui-même possède aussi énormément d'histoires et différents âges, ainsi que d'autres continents, et il y a même d'autres planètes à part Toril, mais ici, pour rester léger, on ne va pas détailler tout le plan matériel. On va présenter simplement et tranquillement chaque plan pour ne pas noyer d'informations. Ensuite, il existe deux autres plans extrêmement proches du plan matériel, on pourrait même les voir comme des plans parallèles. On les appelle la féerie et la gisombre. Ce sont en quelque sorte deux reflets différents du plan matériel. Tout ce qui existe dans le plan matériel va avoir son équivalent dans ces plans. Dans le cas de la féerie, ça va être des endroits qui regorgent d'énormément de vie. C'est là d'où sont originaires toutes sortes de créatures qu'on pourrait associer aux contes de fées. Mais peut-être un peu plus dans l'ambiance des contes de fées des frères Grimm. Parce que vu de loin, la féerie a l'air magnifique et très jolie. C'est très coloré et il y a des papillons partout. Mais sous ce masque de créatures un peu joueuses et farceuses, les habitants de la féerie vont aussi se montrer extrêmement sadiques et cruels, pour leur simple amusement. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont tous malicieux, mais leur moralité est juste tout simplement extrêmement différente. Parmi les habitants de la féerie, on peut trouver des fées par exemple, mais aussi des créatures un peu moins attrayantes. Dans BG3, on peut croiser très tôt ce genre de créatures dans l'acte 1, si vous décidez d'aller rendre visite à cette chère Tati Ethel. Les créatures comme les guenaudes et les bonnets rouges sont aussi originaires de la féerie. On peut trouver beaucoup de créatures issues de ces deux plans parallèles dans le plan matériel, parce qu'ils sont si proches que bien souvent certaines parties vont se croiser et créer des passages entre eux. Ces passages peuvent être quelque chose d'aussi évident qu'une arche de ronces, ou des choses un peu plus étranges, comme des cercles de champignons, ou une allée particulièrement sombre. Une des conséquences de ces passages est aussi que certains peuples du plan matériel descendent de créatures qui sont venues de ces plans. C'est notamment le cas de tous les elfes, qui ont aussi une ascendance féerique. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont capables naturellement d'invoquer des lueurs féeriques. Ensuite, là où la féerie est un reflet plus joyeux du plan matériel, il a aussi son opposé, la gisombre, qui est plus un écho ténébreux. C'est un endroit extrêmement sombre et lugubre, empli de cauchemars et de peurs. Là où la féerie est liée à la vie, la gisombre est liée à la mort et aussi à la non-vie, car elle est chargée d'énergie nécromantique. Et là, beaucoup d'entre vous auront sûrement fait le rapprochement avec l'acte 2 de BG3, où la gisombre a justement débordé dans la région autour des tours de Haute-Lune. Un phénomène qui a été provoqué par l'intervention de la déesse de la nuit Shar, qui, de par sa nature, est assez liée à la gisombre. D'ailleurs, on reviendra sur les dieux un peu après, car ils ont un rôle important par rapport à un type de plan qu'on va explorer par la suite. Après, dans la cosmologie, au-delà du plan matériel, de la féerie et de la gisombre, se trouve le chaos élémentaire. Une immense tempête de substances et d'énergie élémentaire qui est à l'origine de la création de la matière du plan matériel. À l'intérieur de ce chaos, les éléments se mélangent entre eux, mais tous découlent des quatre de base, l'eau, la terre, le feu
et l'air. On peut aussi voyager et vivre dans ces plans, leur paysage va bien sûr être lié à l'élément auquel ils sont liés, et c'est de là que viennent toutes sortes d'êtres qu'on peut aussi croiser dans BG3, comme les élémentaires, les méphites, les myrmidons et même les génies. D'ailleurs, quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte est que quand on utilise un sort pour invoquer une de ces créatures, eh bien ils viennent littéralement des plans élémentaires. Parce que oui, ils sont pas créés artificiellement par le sort, ils sont littéralement transportés depuis les plans élémentaires dans le plan matériel. Ce qu'on peut trouver un peu injuste pour eux, ils font leur vie tranquille, et hop, ils popent d'un coup en face de n'importe quelle monstruosité que vous êtes en train de combattre. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui englobe tous les plans qu'on a mentionnés jusqu'ici. On l'appelle le plan éthéré. Celui-ci est un peu différent des autres, car on peut le voir en quelque sorte comme un demi-plan. Quand on s'y trouve, on voit une version brumeuse des autres plans, d'où on peut d'ailleurs observer ce qui s'y passe. L'inverse, cela dit, n'est pas possible normalement de base. C'est-à-dire que sans sortilège, on ne peut pas voir ce qui se passe dans le plan éthéré depuis le plan matériel par exemple. Donc en étant dans ce demi-plan, on est techniquement invisible. C'est pourquoi certains l'utilisent pour se cacher ou espionner. On peut accéder à ce plan grâce à différents sorts, comme le sort de clignotement par exemple. Même s'il s'agit d'une autre dimension pas vraiment physique, ce plan est tout de même habité par certaines entités intangibles, comme les fantômes notamment, qui ont la capacité d'aller et venir entre les deux plans. Maintenant qu'on a posé ces bases, avant de parler des plans suivants, il va être important de préciser certaines choses. Les plans qu'on a mentionnés jusqu'ici forment un groupe qu'on appelle les plans intérieurs. C'est en quelque sorte le noyau des royaumes oubliés. Mais donc, qui dit plan intérieur, vous vous en doutez, dit plan extérieur. Et c'est là que les plans commencent à être un peu plus particuliers. Là où les plans intérieurs sont un peu plus tangibles, liés à la matière et aux éléments, les plans extérieurs vont être liés aux alignements. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais pour faire simple, ça sert à déterminer plus ou moins à quel point une personne est loyale ou chaotique, bonne ou mauvaise, ou tout simplement neutre. Dans Donjons et Dragons, les personnages des joueurs avaient un alignement, même si beaucoup avaient tendance à l'ignorer, parce qu'à la première opportunité intéressante ou au premier danger venu, beaucoup de principes vont vite passer à la poubelle. Et il faut pas se cacher que définir une personne entièrement avec ses alignements est peut-être un peu trop simple. Ça ne correspond pas toujours à des êtres pensants et changeants. Donc beaucoup ne faisaient pas vraiment attention à l'alignement, à part peut-être les paladins, mais dans leur cas c'est surtout dû au fait que leur pouvoir est lié à leur serment qui en dépend. Même si, même dans BG3, les paladins s'en fichent un peu aussi, puisque si un paladin brise son serment, il peut très vite emprunter la voie du briseur de serment, qui permet plus ou moins de faire ce que vous voulez au final. Par contre, là où l'alignement est toujours très pertinent, c'est qu'il va déterminer où un mortel va aller après sa mort. Et ces endroits se trouvent être les plans extérieurs. Et il y en a 16, et chacun correspond aux différentes combinaisons d'alignements possibles. Et ces alignements vont affecter la nature de chacun de ces plans. Tous ensemble, ils forment en quelque sorte une forme de roue, et plus les plans vont être du côté supérieur, plus ils seront liés à des énergies positives. Plus les plans seront vers la direction inférieure, plus ils seront négatifs. Et aussi, plus ils seront vers la gauche, plus ils seront liés au concept de la loi. Et à l'opposé, vers la droite, ils seront plus liés au chaos. Les mortels vont donc dépendamment de leur alignement final, lorsqu'ils meurent, vers ces plans après leur mort. C'est en quelque sorte là que se passe l'après-vie. Même si mourir n'est pas la seule façon d'y aller. Des créatures et différentes entités y résident, notamment, comme je l'avais teasé un peu plus tôt, certains dieux qui ont établi leur domaine. Entre tous ces plans et même les plans intérieurs, existe un espace qu'on appelle la mer astrale, ou le plan astral. Sur certains points, il ressemble un peu au vide spatial, mais il a ses particularités. Le temps ne semble pas y passer normalement. On n'y a ni faim ni soif, et on n'y vit pas non plus. Et en plus, on n'a pas besoin d'y respirer. Donc il est tout à fait possible de survivre dans cet immense espace. Cela dit, si vous vous trouvez dans cette immense étendue sans moyen de transport, eh bien ça pourrait aussi vouloir dire que vous êtes condamné à une éternité de solitude et d'ennui. Dans BG3, on rencontre plein d'éléments qui sont liés à cet endroit.
C'est notamment là que rôdent les Illithides dans leur vaisseau. Et c'est aussi là d'où viennent les Githyanki, qui se battent depuis très longtemps contre ces derniers. Ils possèdent d'ailleurs des cités en forme de bateaux spatiaux dans la mer astrale, qui leur permet de naviguer dans cet immense espace. Il y a aussi pas mal d'autres choses qui existent dans cet endroit, et qui sont pas mal explorées dans le setting de Donjons et Dragons qu'on appelle Spelljammer. En termes d'ambiance, ça fait un peu penser à la planète au trésor, avec un peu de Star Wars et de fantasy mélangés dans le tout. D'ailleurs en plus, pendant que je faisais cette vidéo, il y a littéralement eu un supplément au Star Wars pour Donjons et Dragons qui a été annoncé. Le hasard fait bien les choses. Un autre détail intéressant sur le plan astral, c'est qu'il est aussi connu pour être le cimetière des dieux. Car oui, même les divinités peuvent mourir s'ils sont oubliés ou tués par un autre dieu. Et c'est justement là, dans le plan astral, que leur corps finit par dériver. Dans BG3, on a d'ailleurs l'occasion de voir l'un d'entre eux, à l'endroit où nous mène le prisme astral, l'artefact très important qui nous protège de la transformation en Illithide. D'ailleurs à première vue, au début, on aura peut-être l'impression que le prisme astral est en quelque sorte une dimension de poche. Mais en réalité, il s'agit sans doute plus d'un genre de GPS et de portail, qui peut nous mener à un endroit exact dans la mer astrale. Voilà donc pour l'espace des royaumes oubliés. Maintenant parlons plus spécifiquement des plans extérieurs. Et celui qui me semble le plus pertinent à aborder en premier, c'est sans aucun doute les 9 enfers. C'est là où se trouvent les diables et aussi, dû à certaines choses qui se sont passées dans ce plan, que les Tieflings existent. Dans BG3, on commence littéralement l'aventure dans Avernus, l'un des 9 enfers, alors que se réveille à bord d'un vaisseau illithide. Et on peut aussi s'y rendre de nouveau plus tard, en allant à la demeure de l'espoir. Au niveau de l'alignement, les 9 enfers sont le plan loyal mauvais, à l'image des diables qui vont user toutes sortes de subterfuges pour piéger les mortels et les faire signer leurs fameux contrats, dont la plupart visent à enrôler les mortels dans ce qu'on appelle la guerre de sang. Une guerre qui oppose les diables aux démons. Car oui, il y a une différence entre les diables et les démons. Là où les diables sont loyaux mauvais, ils vont user de contrats pour obtenir l'âme des mortels afin qu'elles viennent vers Avernus à leur mort et qu'ils puissent combattre pour eux dans la guerre de sang. Les démons, quant à eux, sont chaotiques mauvais. Ils vont essayer de changer l'alignement des mortels de force en transformant leur vie en enfer. Et ainsi s'assurer qu'à leur mort, ils viennent vers leur plan qui est opposé à celui des 9 enfers qu'on appelle les abysses, afin qu'ils puissent combattre de leur côté dans la guerre de sang. En termes de ce qu'ils représentent, ces deux plans sont assez différents. Les 9 enfers, qui sont le plan loyal mauvais, vont être bien organisés en 9 niveaux et sont régis par une hiérarchie de diables, d'archidiables, et tout en haut de cette hiérarchie se trouvent les archiducs et archiduchesses. D'ailleurs, dans BG3, l'une d'entre elles est souvent mentionnée. Il s'agit de Zariel, une ange déchue qui joue un rôle très important dans les événements de la guerre de sang. Et Karlach, l'un des compagnons potentiels, a été contraint d'être une soldate dans ses armées avant de nous rejoindre. Dans ce plan se trouvent aussi certains dieux, notamment une déesse qui a une petite influence sur les événements de BG3 d'ailleurs. Il s'agit de la déesse des dragons chromatiques, Tiamat. Elle est en partie la raison pour laquelle les Githyanki peuvent monter des dragons rouges, justement suite à un accord passé avec Gis, l'une des chefs de la rébellion des Githyanki contre les Illithides, qui les a libérés de la servitude. Une autre divinité qui peut être aussi associée aux 9 enfers, car elle est aussi loyale mauvaise, est Loviatar, la déesse de la douleur. Dans BG3, on croise d'ailleurs un de ses fidèles, au camp des gobelins dans l'acte 1, qui nous propose une petite séance de prière à sa façon. Ensuite, du côté de l'abysse, comme il s'agit du plan chaotique mauvais, il est un peu moins organisé. Il est composé d'une multitude de strates, dont quelques centaines sont connues. Mais personne n'a jamais atteint son fond, s'il y en a seulement un. C'est un endroit qui incarne vraiment l'incarnation de la corruption, du chaos et du mal. Que ce soit par la destruction ou toutes sortes d'horreurs qui peuvent faire sombrer les mortels dans l'abîme du désespoir. Parmi les divinités qui ont notamment établi leur domaine, il y a la déesse Lolth, la déesse des araignées qui règne sur les drôs de l'Outre-Terre. Dans BG3, elle est souvent mentionnée quand on interagit avec différents drôs, notamment Mintara, et on peut aussi rencontrer un Trader dans l'acte 2, des individus qui sont généralement transformés suite à une punition
de l'Olth. Ensuite, continuons d'explorer les autres plans inférieurs. Juste au-dessus des 9 enfers se trouve l'Achéron. C'est un plan lié à l'alignement loyal mauvais. Un peu comme les 9 enfers, mais il est aussi loyal neutre. Ce plan est lié au concept de la conformité, aux règles imposées en quelque sorte. C'est pourquoi il est principalement peuplé par d'anciens soldats dévoués, qui continuent d'y combattre dans des guerres éternelles sans aucune raison. Le paysage est parsemé d'immenses cubes de fer géants, sur lesquels se trouvent toutes sortes de machines de guerre, et les esprits y résident. Ces immenses cubes flottent et dérivent et finissent parfois par s'entrechoquer violemment. L'un des dieux qui réside dans ce plan de fer inflexible et rigide n'est nul autre que Bane, le dieu de la tyrannie. Il fait partie du trio des dieux funestes, avec Baal, le dieu du meurtre, et Mirkul, le seigneur des ossements. Chacun d'entre eux ont choisi un élu, qui leur aide à maintenir le contrôle sur l'absolu dans l'histoire de BG3. Et l'élu de Bane est Gortash, qu'on rencontre dans l'acte 3, le créateur de la garde d'acier. Ensuite, au plan suivant, juste en dessous des 9 enfers, se trouve la GN, le plan loyal mauvais, neutre mauvais. Ce plan va être lié au concept de la suspicion et des intrigues. Il y a donc parmi ses habitants de nombreux êtres calculateurs, notamment les Yugoloth. Ils font partie de la grande famille des Fielons, comme les diables qu'on trouve aux 9 enfers et les démons dans les abysses. Mais ils sont un peu différents. Ils ne partagent pas l'intérêt pour la rigidité des contrats des diables, ni le chaos destructeur des démons. Au lieu de cela, ils incarnent l'égoïsme pur, la cupidité et la trahison. C'est pourquoi ils cherchent avant tout leur propre profit individuel, et peuvent souvent être vus servir en tant que mercenaires dans la guerre de sang, aussi bien du côté des diables que des démons. Ensuite, après la GN, on peut trouver l'Hadès, le plan neutre mauvais. Ce plan est lié au concept de l'apathie. C'est un endroit sans espoir, sans passion, sans joie. Un endroit où ceux qui pensent que rien n'a d'importance finissent. Mirkul, le seigneur des ossements, est parfois associé à ce plan, et aurait un domaine ici. Comme on l'a dit plus tôt, il fait partie du trio de dieux qui manipulent le culte de l'absolu. On peut d'ailleurs aussi faire face à un avatar de Mirkul en combattant son élu, le général Keterik Storm. L'Hadès a aussi été le domaine d'un ancien dieu lié à la mort, le dieu Jergal. Dans BG3, on peut très vite s'aventurer dans un ancien de ses temples, à l'acte 1, peu après le crash du Nautiloïd. C'est là qu'on peut faire la rencontre du personnage Flétris, qui, d'après certaines théories, pourrait être Jergal lui-même. Aussi, anciennement, la déesse Char avait un domaine dans l'une des strates de l'Hadès, mais plus tard, elle ira dans la mer astrale non loin de la Gisombre. D'ailleurs, je trouve intéressant que Char et Mirkul proviennent à la base du même plan, car justement, Keterik était anciennement un paladin de Selûne qui s'est tourné vers Char et aussi vers Mirkul, après qu'il ait perdu tout espoir. Un état d'esprit qui le lie justement à l'Hadès. Donc je trouve vraiment sympa qu'on voit justement des connexions logiques dans les plans des royaumes oubliés, avec les connexions de l'histoire des personnages. Ensuite, passons au Carcère, le plan entre l'Hadès et les abysses. De par cette position, c'est le plan chaotique mauvais, neutre mauvais. Cet endroit est une prison à l'échelle du plan entier, et où sont envoyés les pires traîtres des royaumes oubliés. Ce serait même d'ailleurs la toute première prison qui ait existé. Et toutes celles qui ont existé par la suite s'en sont inspirées. En termes de paysage, cet endroit a toutes sortes de biomes, aussi bien des tourbières, des jungles fétides, des endroits avec des tempêtes incessantes, ou des paysages recouverts de glace. Toutes sortes d'endroits labyrinthiques, dont il est quasiment impossible de s'échapper. Ensuite, au-dessus du plan des abysses se trouve le Pandémonium. Le plan chaotique mauvais, chaotique neutre. C'est un lieu lié au concept de l'isolation, où il n'y a aucune lumière naturelle. Des vents hurlants y soufflent sans cesse, ce qui rend incapable d'y entendre quoi que ce soit. C'est un endroit où des personnes sont souvent bannies comme châtiment. Ensuite, au plan suivant, au-dessus du Pandémonium, se trouvent les limbes. Le plan chaotique neutre. C'est un endroit qui incarne le changement, désordonné et permanent, sans véritable structure. C'est pourquoi l'endroit a des gravités variables et des changements soudains dans son environnement. Par exemple, une pierre peut se changer en eau, puis geler, puis se transformer en métal, puis en diamant, puis brûler, et continuer de passer par toutes sortes de formes sans véritable logique. Les seules choses qui peuvent apporter une structure à cet endroit sont les créatures qui l'habitent, et ce par leur propre volonté. Par exemple, comme la gravité n'est pas fixe, un individu peut tout de même se déplacer dans la direction qu'il souhaite par la volonté. Il y a des îles entières sur ce plan qui sont maintenues fixes
par la volonté de ses habitants. C'est pour ça que nombre des entités qui y vivent sont des créatures à la volonté puissante, qui ont soit été modelées par les conditions de ce plan, ou qui ont été attirées vers ce plan par ses propriétés, qui permettent tout de même de manipuler la réalité avec sa propre volonté. C'est notamment le cas des Githzerai, des individus de la même race que les Githyanki à la base, mais qui ont des différences philosophiques. Il n'est pas rare qu'ils se battent entre eux, mais ils ont tout de même comme ennemi commun les Illithides. Dans BG3, on peut d'ailleurs trouver le cerveau d'un Githzerai, en dessous des tours de Haute Lune, et converser avec eux. À l'opposé des Limbes, qui est le plan chaotique neutre, on trouve un autre plan, le plan loyal neutre qui s'appelle le Mechanus. À l'opposé des Limbes qui sont en changement constant, le Mechanus représente l'ordre absolu, la perfection mécanique. Il est régi par des lois immuables et une horlogerie parfaite. Le paysage est parsemé de rouages immenses sur lesquels ses habitants vivent. Parmi eux se trouvent des créatures qu'on nomme les Modrones, des machines sentientes qui sont là pour entretenir le mécanisme complexe du plan. Comme les autres plans, il y a différentes divinités qui y résident. L'une d'entre elles qui apparaît à BG3 s'y trouvait jadis, la déesse Mystra, ou plutôt l'ancienne Mystra, pas celle qu'on connaît à présent, qui est une de ses incarnations les plus récentes. La déesse de la magie a eu plusieurs incarnations, car il y a eu plusieurs événements cataclysmiques qui ont changé la façon dont la magie fonctionnait, et qui par conséquent ont tué les présentes incarnations de Mystra pour qu'une nouvelle naisse avec le nouveau fonctionnement de la magie. Maintenant, passons au plan supérieur. Là où les plans inférieurs qu'on a vus jusqu'ici, en dessous des plans neutres, étaient vus comme des plans négatifs et mauvais, les plans supérieurs sont vus comme positifs et bons, même si tout est relatif bien sûr. Pour commencer, au-dessus du Mechanus se trouve l'Arcadie, qui est le plan loyal neutre, loyal bon. Cet endroit est régi par une harmonie ordonnée, une paix structurée. Cela se ressent même dans son paysage. On peut y voir des rivières parfaitement rectilignes, des montagnes sans aucune érosion ou des cités à la géométrie parfaite. Tout semble presque parfait dans le meilleur des mondes, mais c'est aussi un endroit qui n'accepte pas vraiment l'imperfection. Donc n'importe qui ne peut pas y résider. Ensuite, au-dessus se trouve le Mont Céleste, le plan loyal bon, un endroit qu'on surnomme aussi parfois les 7 paradis, et qui est un peu l'opposé total des 9 enfers. Sur ce plan, on peut trouver une immense montagne qui s'élève haute dans le ciel. Et c'est ici que vivent beaucoup d'êtres célestes, comme les Devas, des êtres angéliques qu'on peut invoquer dans BG3, ou encore les Oliphants. C'est ce qu'est d'ailleurs l'inspecteur Valeria, qu'on croise dans l'acte 3, à la porte de Baldur, et qui sert l'une des divinités du Mont Céleste, Helm, le dieu des protecteurs. Parmi les autres dieux qui y résident, il y a aussi Tyr, le dieu de la justice. D'ailleurs, dans BG3, pas loin d'où on peut rencontrer Karlach, se trouvent ses poursuivants qui sont des serviteurs de Zariel, mais qui se font justement passer pour des paladins de Tyr. Une autre divinité qu'on peut aussi trouver à cet endroit est Bahamut, un dieu de la sagesse, de la justice, et aussi des dragons métalliques, qui sont, contrairement aux dragons chromatiques, des dragons beaucoup plus bienveillants. Et aussi, de par le fait, Bahamut est opposé à Tiamat, qui se trouve justement aussi sur le plan opposé dans les 9 enfers. Ensuite, le plan suivant est la Bitopie, le plan loyal bon, neutre bon. C'est un plan lié au concept du travail bien fait, de l'industrie, et de la satisfaction d'un dur labeur honnête. En termes de paysage, on peut y observer 2 strates, l'une au-dessus de l'autre, en se faisant face. On appelle aussi ces 2 endroits les paradis jumeaux. Ces 2 endroits sont liés de manière particulière, car toute action entreprise sur une strate aura une conséquence sur l'autre, et ce, au même endroit et de manière opposée. Ensuite, vers la droite, on peut trouver l'Elyséum, le plan neutre bon. En termes de concept, cet endroit est empreint de paix pure, un havre de sérénité et de bonheur simple. C'est un endroit qu'on peut d'ailleurs atteindre dans BG3, avec une fin assez particulière si on joue en tant que Gale, ou quand on le rejoint quand il devient le dieu de l'ambition, en absorbant les pouvoirs de la couronne de Karsus. Parmi les autres divinités qui y résident, il y a aussi la plus récente itération de Mystra, ainsi que le dieu la cendre, le dieu du renouveau et de l'aube. C'est d'ailleurs à cette divinité qu'est dédié le temple qu'on peut voir à la fin de l'acte 1, et où des Githyanki se sont installés. Et c'est aussi là qu'on peut trouver le fameux artefact lié à lui qu'on appelle le sang de la cendre. Ensuite, à droite de l'Elyséum se trouvent les terres des bêtes, le plan chaotique bon, chaotique neutre.
C'est un plan qui représente la nature idéalisée, sauvage et abondante, ainsi que la pureté animale et la liberté naturelle. Les esprits des défunts qui s'y trouvent vont prendre une forme animale en s'y incarnant, ou encore une forme partiellement animale, comme des centaures par exemple. Parmi les habitants natifs de ce plan se trouvent être des êtres puissants, appelés les seigneurs des animaux, et qui sont aussi les gardiens de ce plan. Chaque espèce animale a une de ces entités quasi divines qui règnent sur eux et les protège. Ensuite, le plan suivant est l'arboré, le plan chaotique bon, qui est opposé aux abysses. C'est un plan lié à la passion, l'abondance, l'art, la joie de vivre, mais aussi la nature capricieuse. C'est l'endroit où se trouvent de nombreux dieux elfiques de la Seldarine, dont faisait partie à une époque la déesse Lolth, jusqu'à ce qu'elle s'oppose à eux. Et bien sûr, on voit maintenant qu'elle se trouve dans le plan opposé à l'arboré, les abysses. Le paysage de l'arboré est parsemé d'arbres gigantesques et de vastes étendues de champs de blé, mais aussi d'endroits aux conditions extrêmes, comme des montagnes escarpées ou d'immenses gorges profondes. Ensuite, après l'arboré, se trouve Isgard, le plan chaotique bon, chaotique neutre. Un plan qui va être lié à l'héroïsme, la bravoure, les combats glorieux. C'est pourquoi on peut y trouver toutes sortes d'épreuves pour prouver sa valeur. Ce qui fait aussi que beaucoup d'aventuriers et de héros se rendent volontairement à Isgard. C'est un endroit qui est peuplé par de nombreux mortels, et parmi ses habitants on peut trouver des royaumes de géants, d'humains, de nains et de gnomes, ou de bien d'autres êtres encore. Chose qu'on pourrait trouver étrange dans un royaume aussi dangereux, rempli d'épreuves, mais Isgard a des propriétés particulières. Toute créature qui meurt au combat reviendra à la vie à l'aube suivante. C'est un peu une sorte de Valhalla en quelque sorte. Voilà donc pour le cercle des plans extérieurs, mais il reste encore quelques plans importants. Le plan positif, le plan négatif, les royaumes lointains et enfin les confins. Le plan central qu'on peut voir au milieu des autres plans extérieurs. Déjà, le plan positif englobe les plans supérieurs et le plan négatif, les plans inférieurs. Ces deux plans sont un peu au plan extérieur ce que le chaos primordial est pour le plan matériel. Ils vont être la source d'énergie qui a servi de base à ces différents plans. Le plan positif est la source de l'énergie radiante et de la vie. Les clercs notamment vont souvent avoir recours à cette magie, là où le plan négatif est la source d'énergie nécrotique qui apporte la mort et dans laquelle puisent les sorts de désintégration, mais aussi parfois les sorts de nécromancie. Et ensuite, au-delà des plans extérieurs, aux limites des royaumes oubliés se trouve le royaume lointain. Un endroit étrange qui n'est pas concevable par un esprit mortel. C'est un lieu hors du temps et de l'espace, où existent des entités Lovecraftiennes. Certains pensent que cet endroit est matérialisé par l'inconscient des mortels, ou d'autres à l'opposé pensent que les entités de cet endroit ont rêvé les plans des royaumes oubliés. Et certains pensent que c'est ni l'un ni l'autre, qu'il s'agit tout simplement d'un endroit incompréhensible. Dans BG3 et D&D, les occultistes, qui ont pris la sous-classe des grands anciens, servent justement des entités qui existent dans cet endroit. C'est aussi à cet endroit que certaines créatures comme les Illithides ou encore les spectateurs résident maintenant. Des êtres qui ont vraiment un design pour le coup très alien et qui correspondent assez bien à ce royaume mystérieux. Maintenant, pour finir, parlons du plan central des plans extérieurs, les confins. Il s'agit en quelque sorte d'un plan carrefour qui connecte tous les plans extérieurs. À ses extrémités, il y a des cités et des royaumes où se trouvent des portails qui mènent à chacun des plans extérieurs. Et au centre se trouve la grande cité de Sigil, une mégalopole cosmopolite où se mélangent les êtres et entités et même divinités venus de tous les plans des royaumes oubliés. Et il y a même d'ailleurs des êtres qui arrivent dans les confins venus d'univers et de dimensions au-delà des royaumes oubliés. Donc on peut même y trouver des choses venues des autres settings et univers de Donjons et Dragons. Les confins sont vraiment un endroit unique. Et ils ont d'ailleurs un supplément de jeu de rôle qui s'appelle Planescape, qui se différencie pas mal des autres settings comme Faerûn, qui permet d'avoir des aventures un peu plus classiques dans le plan matériel, ou encore le supplément de Spelljammer, dont je parlais plus tôt, qui permet d'avoir des aventures un peu spatiales dans le plan astral. Planescape est justement un endroit où on peut faire des aventures qui permettent d'exploiter tout le potentiel de tous les autres plans extérieurs. C'est sûrement mon setting de campagne préféré dans cet univers, et j'adorerais voir un jeu similaire à BG3 explorer cet endroit. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous aimez ce genre de setting qui connecte plusieurs plans entre eux, sur l'échelle, je parle aussi pas mal d'un univers qui s'appelle les Royaumes Mortels.
l'univers de Warhammer Age of Sigmar, qui a aussi différents plans qui gravitent les uns autour des autres, avec un plan central qui a des portails qui les connectent entre eux, un peu comme les confins. Si jamais, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos de la chaîne. Voilà donc pour cette présentation des royaumes oubliés et des connexions qu'il y a avec BG3. C'est aussi bien sûr loin d'être le seul setting qu'il y a dans D&D, et si cette vidéo vous a plu, on pourra d'ailleurs explorer certains de ces autres settings dans d'autres vidéos de la chaîne. Pour citer rapidement certains d'entre eux, il existe par exemple Ravenloft, un setting d'aventure d'horreur. C'est notamment là que se passe la célèbre campagne de la malédiction de Strahd, qui se trouve d'ailleurs aussi dans les royaumes oubliés. Parfois, il est décrit comme se trouvant dans la Gisombre, et d'autres fois, il est plus décrit comme un sous-plan, dérivant dans le plan astral. Il y a aussi Eberron, pour des aventures dans un univers plus steampunk, qui mélange de la technologie avec un peu de magie, ou encore l'univers de Dark Sun, qui est un univers post-apocalyptique. Le moyen le plus simple et rapide de le décrire, ce serait peut-être d'imaginer Mad Max, mais version fantasy. Un autre univers très intéressant et important est aussi Greyhawk, le premier univers de Donjons et Dragons, créé par son fondateur, Gary Gygax. Il y a aussi d'autres univers qui ont eu des suppléments liés à Donjons et Dragons et qui ont par conséquent pas mal de lore qui a détaillé leur univers, par exemple des settings de Magic the Gathering comme Ravnica ou encore Theros. Il y a même eu des partenariats avec d'autres univers comme le Seigneur des Anneaux, et même encore récemment, certains ont été annoncés sur l'univers de Warcraft et même bientôt Star Wars. Et à l'avenir, il y en aura sans doute sur encore d'autres univers. En plus de vidéos de lore sur la fantasy qu'on fait sur la chaîne, si ça vous intéresse, on fait aussi parfois du jeu de rôle. Vous pouvez trouver notamment des aventures sur l'univers des royaumes mortels dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et dans le futur, en live, je prévois de faire un playthrough de BG3, avec un mode assez particulier qui s'appelle Crowd Control, qui pourra permettre à vous, si vous passez sur le stream, de directement affecter ce qui va se passer en jeu. Grâce à lui, vous pourrez me donner des bonus, des malus, ou même appeler des ennemis supplémentaires, ou encore déclencher des sorts. Ce serait un type de stream que je trouvais assez fun, mais surtout, et c'est plus important, interactif, ce que je trouve toujours sympa à intégrer quand c'est possible, plutôt que de simplement regarder un streamer jouer sa partie. Et si jamais vous connaissez d'autres modes sympas, n'hésitez pas à me les proposer, et quand j'aurai tout ce qu'il faut, je lancerai sans doute l'aventure. Donc si toutes ces choses vous intéressent, cliquez sur la cloche pour être prévenu quand elles arrivent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit en devenant membre, ou en mettant un like et un commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.